Mon général, mesdames, messieurs, chers amis, on m'a confié l'insigne honneur de présenter ou d'introduire cette troisième séance sur la défense européenne. Et j'en suis tout à fait honoré. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, le président assez récent, il faut dire, de la Maison de l'Europe et je succède à Jeanne-Françoise Hutin. Je pense que beaucoup de gens connaissent et qui auraient dû normalement aussi être ici aujourd'hui, mais qui a eu un petit souci, un accident, ce qui fait qu'elle est empêchée, comme nous disons, et encore pour un certain temps. Mais rassurez-vous, elle va bien. Les échanges auxquels nous avons assisté aujourd'hui étaient à la fois très riches, très intéressants et instructifs, notamment pour des gens comme moi qui ne suis pas un spécialiste des armées, de la projection territoriale, qui suis simplement, on va dire, un généraliste de l'Europe. C'est la question essentielle que l'on ne se pose pas qu'à l'intérieur des armées, mais aussi à l'intérieur de toutes les structures toutes les structures nationales. Comment est-ce que l'on fait? Comment est-ce que l'on peut avancer en ordre, pour reprendre un terme militaire, et ensemble, pour pouvoir ensemble faire mieux que ce que l'on peut faire chacun de notre côté. Aujourd'hui, on assiste à, et je dirais, si vous lisez les journaux, et je pense que vous le faites, et notamment nos jeunes amis étudiants qui sont au fond là, une évolution qui est quand même une évolution importante et majeure des risques internationaux et donc de la stratégie qui peut être appliquée par la France, à la fois en tant qu'entité indépendante, mais aussi en tant que partie prenante de l'Union européenne. Et c'est cette bascule ou ce lien entre territoire national, territoire européen, projection nationale, projection européenne, qui est partout, je dirais, la question, une des questions de fond. Nous connaissons notre histoire, nous ne connaissons pas notre futur. Ce futur, nous le créons. L'Union européenne a démarré par des gens qui, à l'époque, étaient un peu fous, en 1950, avec M. Monnet, en créant 5 ans après ce grand désastre qu'a été la Seconde Guerre mondiale, ou en proposant une idée qui est une idée finalement révolutionnaire. Mais vous savez, ce que l'on dit des génies, c'est qu'un génie, c'est celui à qui on n'a pas eu le temps d'expliquer que ce qu'il voulait faire était impossible. Donc il l'a fait, et il a réussi, ça arrive de temps à autre. Et donc là, il faut reconnaître que les pères fondateurs que l'on a cités cet après-midi sont des gens qui avaient une vision à long terme, et cette vision à long terme, il faut que nous la conservions. C'est-à-dire notre objectif aujourd'hui n'est pas de rester dans l'état où nous sommes, mais de se poser la question de que serons-nous, la France, l'Union européenne, le monde, dans 50, un siècle, 2 siècles. Au regard de l'histoire, le temps est un temps long. Le temps est un temps qui évolue régulièrement avec des accélérations qui peuvent être portées par un pays, un ensemble de pays, et qui vont donner une nouvelle image au monde. Si on se reporte au passé, donc on est passé d'un monde finalement qui est un monde simple, voire simpliste, un monde bipolaire, l'Est d'un côté, l'Ouest de l'autre, les démocraties à l'Ouest, les régimes totalitaires à l'Est, à un ensemble de pays qui vont de la dictature pure et simple à la démocratie libérale d'un côté et des démocraties de l'autre. Et c'est une problématique qui est une problématique différente, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui qui peut être avec nous, à nos côtés, dans le monde de demain. Aujourd'hui, l'opposant, pour ne pas l'appeler l'ennemi, parce que quand même c'est une terminologie qui est un peu forte, l'opposant, il est devenu multiforme, à la fois dans sa consistance et dans les moyens qu'il utilise.
Je voudrais simplement donner quelques éléments de réflexion qui sont des éléments de réflexion d'un citoyen, pas d'un spécialiste. Et pour moi, aujourd'hui, les frontières physiques de nos pays n'ont pas de sens. Je veux dire qu'elles n'ont pas de sens ou elles n'ont plus le même sens qu'elles avaient auparavant. Les virus, je prends un exemple, les virus qui soient physiques ou électroniques ne connaissent pas les frontières. On l'a vu avec le Covid. On le voit très bien avec les immixtions dans les élections qui peuvent avoir lieu dans des pays qui s'appellent les États-Unis, entre autres, voire éventuellement nos propres pays à nous. La guerre, ou plutôt, deuxième point, la guerre, ou plutôt la conflictualité, elle s'immisce partout et à distance. L'objectif même aujourd'hui n'est pas de détruire physiquement l'ennemi, mais de le détruire de l'intérieur, par des mouvements qui sont des mouvements non coercitifs, mais qui vont déstabiliser celui que l'on considère comme opposant, et notamment opposant démocratique. C'est bien ce dont vous avez parlé quand on traite de cybercriminalité, ou que l'on voit aujourd'hui à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, où en fait des migrants servent tout simplement de moyens de déstabilisation ou d'essais de moyens de déstabilisation de nos pays de l'Union européenne. Le troisième point, et ça n'engage que moi, c'est que pour moi la France aujourd'hui est un petit pays. C'est un petit pays au regard du monde. C'est pas péjoratif du tout, je veux dire, mais c'est un petit pays au regard du monde. Toute souveraineté n'a de sens que si nous sommes capables de la faire respecter. Or, aujourd'hui, nous représentons 1% de la population mondiale, 5% de la population chinoise. Bien, ça donne quelque part de matière à réfléchir sur ce que nous pourrions faire seuls si nous n'étions pas accompagnés à côté. Donc, la formulation de notre réplique à ces évolutions se trouve, et ça ne vous trompera pas, vous en êtes tout à fait persuadé, ça se trouve pour moi dans l'Europe. Bien sûr, quand on avance plus avant dans la construction de l'Union européenne, on perd à chaque étape une part de notre souveraineté. On perd une part de notre souveraineté, mais au grand bénéfice de notre sécurité, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique. C'est bien, je voudrais prendre une citation de Michel Barnier dans son dernier livre sur le Brexit, puisque nous avons parlé aussi de Brexit cet après-midi, où il dit « Il vaut mieux une souveraineté solidaire qu'une souveraineté solitaire ». Et c'est bien, je dirais, le sens de ce que l'on peut donner à ce que nous construisons ensemble au sein de notre Europe. Aujourd'hui, donc, est-ce que nous avons un autre choix qu'une défense européenne? C'est la question, en dehors des militaires bien évidemment, mais c'est la question, ou des politiques, c'est la question que doit se poser chacun de nos concitoyens. Mais comment y parvenir efficacement, c'est la réponse que nos stratèges militaires doivent apporter. L'Europe de la défense, à mon sens, est devenue donc une priorité. Elle est devenue, pas à mon sens, mais elle est devenue, par les décisions qui ont été prises, une priorité politique depuis 2013. Elle a connu de très belles avancées avec l'implication des États membres. Donc, il faut absolument continuer en communiquant de la meilleure manière auprès de nos concitoyens pour qu'ils comprennent ce que nous faisons dans cet ensemble qui est l'Union européenne. Je reprendrai un des constats qui a été fait cet après-midi, ou une question qui a été posée, qui était de dire, bon, c'est bien, nous savons chacun d'entre nous ce que la France fait quand elle se projette à l'étranger. Mais où avons-nous l'information de ce que font nos amis européens sur ces mêmes territoires extérieurs? On m'a dit, oui, mais nous faisons exactement, dans notre communication, exactement la même chose que nos amis européens font chez eux.
ce n'est pas forcément une bonne réponse que de dire faisons comme les autres, essayons de faire mieux. Donc l'idée, c'est ça. Si nous voulons que nos concitoyens comprennent que la solution du futur, que dans un siècle ou dans 2 siècles, nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants vivent dans un monde toujours démocratique, dans un monde relativement riche et dans un monde où ils sont en paix, eh bien c'est aujourd'hui qu'il faut continuer cette démarche vers l'Europe. Alors vous avez autour de la table des gens qui sont donc des spécialistes, ils se présenteront eux-mêmes. Mais en tout cas, merci à vous d'être venus, merci aux organisateurs d'avoir permis ou de nous avoir mis dans la boucle en tant que Maison de l'Europe. Maison de l'Europe qui, pour ceux qui sont rennais, est à proximité ici, au 10, la place du Parlement de Bretagne. Venez, vous n'avez même pas besoin de frapper à la porte, vous entrez à condition d'avoir un masque. On vous accueillera de la meilleure manière. Si vous avez besoin de documentation, d'informations, eh bien écoutez, nous sommes à votre entière disposition. Maintenant, Madame, Messieurs, nous vous écoutons. Merci. Alors, ce matin, vous avez vu, on a posé les bases de la discussion sur quelle est la nature de cette coopération européenne. On a vu cet après-midi des acteurs de cette coopération et de cette discussion vous expliquer ce qu'ils avaient mis en place. Ce soir, on va essayer de troisième phase, d'aller un peu plus sur la prospective et le futur. Donc, Evelyne Grenesch, vous êtes adjointe au département Union européenne de la DGRIS, qui est la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. C'est un peu le bras diplomatique du ministère des Armées, qui est en charge de l'élaboration de ces positions sur les questions de défense européenne. Vous avez d'ailleurs travaillé auparavant dans plusieurs instituts de recherche, dont l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, ou bien le Space Institute de la George Washington University. Puis vous avez également négocié plusieurs traités internationaux dans la zone européenne pour la direction des affaires juridiques du ministère. Donc vous interviendrez sur cette question du défi de l'autonomie stratégique pour l'Europe. L'ingénieur général, alors qui malheureusement devait être parmi nous, alors c'est un peu bousculé tout ça, c'est pareil, le modérateur a changé, etc. Mais on va y arriver. L'ingénieur général de l'armement, Jean Fournet, qui lui a mené une longue carrière à la DGA, où il a été directeur de la coopération des affaires industrielles et chargé des relations multilatérales avec les instances européennes de défense ainsi qu'avec l'OTAN. Une organisation que par ailleurs il connaît bien, puisqu'il en a été le directeur général adjoint de 2001 à 2007, et donc il est parfaitement bien placé pour traiter cette question OTAN et UE, donc 2 organisations. Est-ce qu'elles ont un destin commun? Ça se passera en Zoom, on va s'organiser pour que ça puisse être quand même fluide. Et puis donc l'amiral Patrick Herbard, officier de marine et pilote de l'aéronaval, qui a évidemment commencé par un premier parcours opérationnel qu'il a mené du Liban au Balkan, en passant par l'océan Indien, à bord entre autres du porte-avions Clémenceau, et puis 8 ans d'engagement également à l'état-major des armées, au centre opérationnel interarmé, le COIA de l'époque, qui est un peu l'ancêtre du CPCO, et particulièrement sous-chefferie opération, vous êtes d'ailleurs été en charge de la réorganiser pour lui permettre de mener la planif et la conduite des opérations au profit de l'Union européenne. Et ensuite, vous avez basculé dans l'enseignement, école navale supérieure et le collège interarmé de défense, puis la recherche, entre autres la formation de la recherche stratégique. Et donc vous allez nous expliquer ce que pourraient être demain les capacités d'intervention européennes. Donc on va commencer peut-être par Evelyne Grenesch pour aller vite ensuite aux questions. On va essayer de faire 15 minutes chacun max, comme ça permettra de laisser un peu de temps à la place. Donc dans ce contexte de compétition durci quand même au niveau des relations internationales, c'est quoi justement cet enjeu de cette boussole stratégique? Est-ce que c'est ça qui va essayer de nous donner l'envie d'une ambition stratégique voulue par la France? Bonsoir à tous, merci pour l'invitation, et puis je suis vraiment ravie d'être là et de parler d'Europe et de défense, parce que moi au niveau européen c'est surtout ce que je vois, donc c'est mon travail de tous les jours. Et donc aujourd'hui on m'a demandé d'intervenir sur la défense européenne et le défi de l'autonomie stratégique. Donc vous savez que la France, pour elle, c'est un sujet qu'elle compte vraiment porter
au niveau européen. La souveraineté ou l'autonomie, ça dépend des points de vue et des sensibilités. On voit bien, l'Europe, c'est des concepts assez flous finalement. Et ce qui compte vraiment, je ne pense pas que ce soit vraiment de parler de souveraineté européenne, autonomie stratégique européenne, la différence entre l'autonomie stratégique nationale et l'autonomie stratégique européenne. Enfin bon, bref, tous ces concepts qui en fait finalement, on peut débattre conceptuellement, mais concrètement ça n'apporte pas grand-chose. Donc à mon sens, ça passe surtout par 3 capacités majeures de développer cette autonomie stratégique. C'est tout d'abord, et ça, on le voit, c'est une définition assez banale finalement, qu'on voit assez régulièrement, il s'agit surtout de développer son autonomie d'appréciation de situation, l'autonomie de décision aussi, et l'autonomie d'action. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de porter, nous, à l'UE, c'est que l'Union européenne soit capable d'agir et dans 3 domaines du point de vue politique, capacitaire et opérationnel. Mais pour nous, l'autonomie stratégique, c'est pas agir seul, c'est choisir ses partenaires. Parce qu'on voit bien maintenant que les défis sont globaux et sont très importants, et donc agir seul, c'est pas forcément la solution, et être autonome, c'est aussi pouvoir avoir accès à des partenaires, pouvoir agir en coalition, par exemple. Donc vous le savez, la direction des relations internationales et de la stratégie dans laquelle je travaille a conduit à la demande de la ministre des Armées donc les travaux d'actualisation stratégique, et là ça fera écho à ce qui a été dit en introduction, et qui a été officialisé par la ministre des Armées lors de ses vœux de janvier 2021. Et comme ces travaux l'ont montré, donc c'est ce qu'on disait aussi en introduction, nous vivons donc dans un contexte international de plus en plus dégradé, dont les tendances lourdes s'accélèrent. Donc je pense évidemment au terrorisme djihadiste qui continue de nous menacer, à la prolifération des armes de destruction massive, à la compétition stratégique, systémique et militaire qui s'intensifie, avec des puissances de premier rang comme la Chine, on en parlait, et la Russie. Mais il y a aussi des menaces qui se sont accentuées ces dernières années. Donc d'abord la généralisation des stratégies hybrides, donc le cyber, la désinformation, qui cherchent à exploiter les vulnérabilités de nos sociétés de plus en plus interconnectées, ouvertes, démocratiques et tolérantes. Ensuite, on assiste aussi à l'enhardissement des puissances régionales au Levant et en Méditerranée, donc qui sont tentées de saisir les opportunités stratégiques et confronter nos intérêts dans ces zones. Et ce que montre aussi cette actualisation stratégique, c'est qu'il y a une fragilisation, voire une déconstruction de l'architecture de sécurité qui a été héritée de la guerre froide. L'année dernière, quand on a initié les travaux dont on parlait en introduction, mais je développerai un peu plus sur la boussole stratégique, on a souhaité partir donc d'une analyse des menaces, mais cette fois-ci au niveau européen, pas au niveau national. Et donc tous les services de renseignement européens ont coopéré pour transmettre donc au service extérieur, le SAE d'action extérieure donc européen, ce qui équivaut à peu près au ministère des Affaires étrangères et de la Défense européen. Donc transmettre nos analyses, et donc il y a ce qu'on appelle l'INSEN qui est au sein de ce service européen d'action extérieure, qui a produit à partir de toutes ces analyses une analyse des menaces, à partir de laquelle donc on a commencé à réfléchir pour décliner tout ça en orientation politique, et surtout réfléchir à des actions concrètes qu'on pourrait développer au niveau européen pour faire face à ce contexte international dégradé. Donc cette analyse des menaces, elle ne fait pas un constat si différent de celle qu'on a faite nous au niveau national, bien qu'il y ait des vulnérabilités, des sensibilités évidemment différentes, mais globalement c'est quand même assez en ligne à ce que nous on perçoit en France.
Donc, face à cet environnement international, donc l'Europe doit montrer la voie et prendre ses responsabilités, avant tout évidemment pour protéger les citoyens et défendre les intérêts et la protection aussi des biens mondiaux, donc l'espace, le maritime évidemment, le cyber, enfin tous ces espaces qui font partie des biens communs et dont on doit défendre le libre accès. Pour ça, l'Europe a toute une palette d'outils assez uniques, donc, qui vont de la politique la PSDC, donc politique de sécurité et de défense commune, mais il y a aussi tous les outils qu'on peut utiliser dans le cadre communautaire, donc de la Commission européenne. Et en passant aussi par des initiatives ad hoc, donc en dehors de l'UE, mais où des synergies, quand des Européens coopèrent entre eux, je pense, je ne sais pas moi, des projets capacitaires, ou même des projets opérationnels, type Task Force Takuba, Initiative européenne d'intervention, où là, des synergies peuvent être trouvées. Donc, depuis le discours de la Sorbonne du président de la République, en fait, moi je travaille donc à la direction des relations internationales et de la stratégie depuis 2018, et je suis arrivée à un moment vraiment de relance de l'Europe de la défense, donc initié en 2017. Donc je pense que vous vous souvenez du discours de la Sorbonne de 2017, où il y avait justement cette initiative européenne d'intervention, et aussi de la coopération structurée permanente. Donc en fait, depuis très peu d'années finalement, puisque ça fait 4 ans, il y a quand même énormément de choses qui se sont passées en matière d'Europe de la défense au niveau européen. Donc il s'agit de progrès sans précédent, puisque avant, il y avait quelques opérations, mais en tout cas au niveau capacitaire, il n'y avait pas grand-chose. Donc sur le plan politique, il y a cette idée de coopération structurée permanente qui a été mise en œuvre. Donc c'était prévu par un article du traité, mais ça n'avait jamais été opérationnalisé. Et donc il y a eu différentes vagues de projets qui sont sortis. Donc la coopération permanente, structurée permanente, c'est un cadre politique en fait qui incite les États à coopérer entre eux pour lancer des projets capacitaires et des projets opérationnels. Alors il se trouve qu'il y a énormément de projets capacitaires, et pour participer à cette coopération permanente, on s'engage à respecter 20 engagements, donc par exemple augmenter ses budgets de défense, participer aux missions et aux opérations de l'UE, etc. Donc il y a des sujets assez structurants qui ont été lancés, comme ECOWAR sur la lutte collaborative, Twister sur l'alerte précoce et l'interception de missiles, Makiyu qui vise à développer la souveraineté technologique pour les matériaux. Et du coup, on en arrive aujourd'hui à 60 projets, et les derniers ont été adoptés là cette semaine au Conseil des affaires étrangères en format défense, et auquel la France a proposé 4 autres projets. Il faut au moins être 2 États membres pour proposer un projet, et donc les 4 ont été adoptés cette semaine. Sur le plan capacitaire, donc on a amélioré énormément la gouvernance du processus capacitaire européen, donc qui permet de déterminer quelles sont les lacunes au niveau européen et quelles possibilités on a en termes de coopération, qui a quoi comme capacité, quelles expertises, et comment mieux coopérer ensemble pour justement développer des projets capacitaires qui manquent en Europe. Il y a aussi, je pense que vous avez déjà entendu parler, le Fonds européen de défense qui a été lancé l'année dernière et qui est doté de 7 milliards donc pour les années 2021-2027. Et lui qui va permettre aussi de lancer des projets structurants et de développer la base industrielle et technologique européenne, et puis en participant aussi par là à une relance économique européenne. Alors il y a encore beaucoup de choses, hein. Je pense aussi au niveau des opérations, il y a la facilité européenne de paix aussi qui a été lancée, donc ça c'est un outil financier pareil qui vise à financer les opérations communes et à aussi équiper les partenaires, par exemple ce qu'on appelle les IUTM, les missions de formation qu'on mène au Mali, en RCA,
Donc on entraîne en fait les forces locales, par exemple au Mali, pour faire face au djihadisme, mais il faut aussi qu'on soit capable de leur donner les équipements nécessaires, parce que, enfin, il faut qu'ils aient des armes et des munitions, sinon on sera concurrencé par d'autres États qui ont aussi des intérêts sur place. Donc ça, c'est une grosse avancée aussi. Le texte a été adopté en début d'année, et là on lance déjà les premières mesures par exemple pour le Mali. Pardon. Oui, je suis un peu longue. Ok, pardon. Donc, en fait, on doit tirer pleinement le parti de ces initiatives existantes, mais on doit aller plus loin et donc développer encore plus cette autonomie stratégique européenne par des projets concrets. Et donc, dans cette perspective, c'est tous les travaux qu'on a lancés en début d'année sur la boussole stratégique. Donc, dans 4 domaines clés, donc la gestion de crise, le domaine capacitaire, la résilience et les partenariats. Et donc ce document qui se veut comme un... Alors c'est pas vraiment un livre blanc parce que c'est pas théorique, ce qu'on veut c'est vraiment des actions concrètes. Donc ça devrait être adopté, si tout va bien, au premier semestre 2022 sous présidence française, que vous savez que la France prend la présidence du Conseil de l'UE là au premier semestre. Et ce qu'on veut dans ce document qui a été présenté pour la première fois cette semaine au ministre des Affaires étrangères et de la Défense, c'est qu'en matière de gestion de crise, par exemple, on soit capable d'affirmer notre statut de fournisseur de sécurité globale et développer notre capacité à agir de manière crédible et réactive. Donc, pour ça, on pense développer un certain nombre d'outils, notamment un recours à l'article 44, mais après ça devient peut-être un peu technique, des synergies avec les opérations ad hoc, le renforcement du commandement et de contrôle de l'UE, enfin beaucoup de choses comme ça qui sont mises, qui sont des propositions concrètes. On souhaite aussi donc développer notre capacité d'action donc dans les espaces communs contestés, donc maritime, spatial, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec la mise en place d'une nouvelle stratégie, par exemple, dans le domaine spatial au niveau de l'UE. Dans le domaine cyber, pareil, développer les capacités vraiment cyber de l'Union européenne en cas d'attaque. Mais ça concerne aussi le domaine des capacités, en créant un véritable lab de l'innovation, par exemple à l'AED, et tout ce qui est action dans le domaine de la réduction des dépendances, etc. La boussole stratégique aussi, elle réfléchit à comment avoir des partenariats plus stratégiques de l'UE avec ses partenaires, donc évidemment avec l'OTAN et avec l'Union africaine, mais aussi et l'ONU, mais aussi avec comment mieux développer aussi ces partenariats bilatéraux. Voilà, avoir vraiment des partenariats stratégiques en se tournant peut-être un peu plus vers l'Afrique, l'Indo-Pacifique et ce genre de régions. Pour nous, l'autonomie stratégique européenne, c'est pas une façon de se détourner des alliés. Pardon, je vais me dépêcher. Mais je sais que ça suscite quand même certaines craintes de la part des États membres, mais ce qu'on cherche, c'est plutôt de développer vraiment le pilier européen de l'OTAN et tout ce qui sera développé au niveau de l'UE pourra servir aussi dans un cadre otanien. Voilà, donc je pense que bon, je vais arrêter là, mais en tout cas, je pense que 2022 sera vraiment une année charnière pour le coup. Ça fait longtemps qu'on a engagé des débats stratégiques pour cette vision d'ensemble de l'Europe de la défense, qu'on discute et qu'on négocie beaucoup à Bruxelles en ce moment. Et que tout ça permettra d'avoir une relance et d'être plus capable d'agir ensemble pour faire face à tous ces défis. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole du coup. Merci. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir aussi que visiblement depuis 2017, etc. Les choses, il y a eu une petite avancée. Ça va permettre aussi peut-être au général Fournet d'expliquer comment aujourd'hui on peut construire une autonomie stratégique européenne justement dans un contexte où
la plupart de nos partenaires sont aussi très attachés à la question de l'OTAN, parce que ce lien est absolument fondamental. Et donc justement, est-ce que aussi l'évolution américaine avec le grand tournant ou le réalignement sur la zone Indo-Pacifique ouvre en fait des espaces politiques à la construction européenne? Et voilà, donc c'est peut-être que le général Fournet... Oui. Alors, vous m'avez demandé de parler de OTAN-UE, deux organisations, un destin commun. Alors, en quoi suis-je légitime pour parler de ça? J'ai passé pas mal d'années à faire de l'international. J'ai travaillé sur ce qu'on appelait à l'époque l'Europe de l'armement, avant que ça devienne possible aussi de parler d'Europe de la défense. Et puis, j'ai passé une partie de ma carrière comme secrétaire général adjoint de l'OTAN. Donc, je connais un peu les deux organisations et puis surtout, je connais assez bien cette période qui s'est écoulée entre le début des années 90 et la fin des années 2010, où se sont passées énormément de choses en matière européenne et aussi en matière otanienne. Alors, pour commencer, je voudrais faire quelque chose qui peut paraître un peu surprenant. Je vais me citer, je vais lire 2 alinéas d'un article que j'avais rédigé il y a environ 3 ans, exactement 3 ans, où on m'avait demandé de raconter un peu ma carrière. Et j'avais écrit ceci. Alors, on était au début des années 2000, 2001, 2002, 2003, je ne sais plus. J'étais en tout cas déjà à l'OTAN, mais je participais à un colloque à Paris. Alors, ce que j'écrivais, c'est ceci. Soudain, j'entendis prononcer ces mots qui sont restés gravés dans ma mémoire. À l'OTAN, ils pensent que, suivez un exposé. Nous, à l'UE, on pense que, suivez un autre exposé. Qu'est-ce que cela voulait dire? S'agissait-il de laisser penser que la France n'était pas partie prenante aux décisions de l'Alliance quand elle l'était à celle de l'Union, ou que se distancier de l'une permettrait de mieux se rapprocher de l'autre? N'était-ce pas accréditer ainsi l'idée, trop souvent entendue dans les couloirs bruxellois, qu'il y avait un agenda caché des Français pour torpiller l'OTAN au profit de l'Europe de la défense? Et pourquoi dire « nous » à l'UE comme s'il existait un bloc européen, ce qui ne correspondait nullement à ce que je constatais à Bruxelles? Sans doute n'était-ce qu'un écart de langage dans le feu de l'exposé, mais je me promettais bien de revenir dessus quand mon tour serait venu. Je rappelais alors aux auditeurs que si la France était retirée de l'organisation militaire intégrée en 1966, elle était restée pleinement membre des instances politiques où se prennent les décisions, de la totalité des agences de l'OTAN et de la coopération d'armement. En outre, depuis plusieurs années, elle avait un représentant au comité militaire et participait à la planification opérationnelle. Et surtout, que l'Alliance Atlantique est une alliance de nations souveraines où le consensus est une règle absolue et que rien ne peut donc se décider hors accord de la France. Il fallait donc dire « nous, à l'OTAN, on pense ceci » ou « certains à l'OTAN pensent ceci » et « nous, à l'UE, on pense cela » ou « certains à l'UE pensent cela » et rechercher davantage les complémentarités que les divergences entre des institutions qui comprennent un grand nombre de membres en commun. En 2021, je n'ai pas changé d'avis. C'est assez curieux de constater qu'en France, il y a une sorte de « je t'aime, moi non plus » de certains vis-à-vis de l'OTAN, mais aussi d'autres vis-à-vis de l'Union européenne. Il faudra vraiment beaucoup travailler encore dans les années à venir. Alors, pour essayer d'aborder rapidement, parce que j'ai un quart d'heure, m'a-t-on dit, je voudrais faire quelques étapes historiques, mais vraiment très rapides, pour vous montrer que les relations entre l'OTAN et l'UE et ses précurseurs, c'est ça que vous allez voir, elle est très ancienne et elle s'est construite vaille que vaille au fil des années. Tout commence en 1948 par le traité de Bruxelles qui donne naissance à ce qu'on appelle l'Union de l'Europe occidentale. C'est une première façon de structurer la sécurité et la défense spécifiquement européenne, mais ça ne va pas très loin parce qu'on n'a pas d'institution pour faire fonctionner l'ensemble à ce moment-là. En 1949, c'est le traité de Washington, qu'on appelle aussi traité de l'Atlantique Nord, qui est un traité extrêmement concis, doit faire 2 pages, et qui donnera naissance à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc à l'OTAN, qui depuis a évolué et s'est réinventé pour continuer à exister. En 1952, vous vous souvenez certainement, c'est dans tous les livres d'histoire, il y a le traité instituant la CED, qui n'ira pas très loin, parce que même si les 5 des 6 nations qui l'avaient signé l'ont ratifié, la France, elle, refuse ce traité qui crée une armée européenne et des institutions internationales, mais avait évidemment le grave défaut
de les placer sous la supervision du commandant en chef des forces de l'OTAN. En 1966, une étape importante, le général de Gaulle retire la France de l'organisation militaire intégrée parce qu'il n'a pas envie que des décisions concernant l'utilisation des forces françaises soient prises sans que la France ait son mot à dire, puis surtout qu'il veut aussi développer une politique nucléaire. Mais il ne se retire pas des structures politiques de l'OTAN. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Souvent, on dit que la France n'a pas été dans l'OTAN à telle et telle période. Pas du tout, elle y était, mais pas dans les structures militaires intégrées. Et moi, quand j'ai rejoint l'OTAN, nous étions dans cette situation, mais je suis rentré dans la structure politique, civile. En 92, nous avons le traité de Maastricht, qui est aussi un élément important, un moment important de notre histoire, puisqu'on crée cette fois-ci l'Union européenne et le fameux sigle UE avec ses 3 piliers, le pilier communautaire qui regroupe donc les affaires communautaires traditionnelles, la communauté européenne du charbon et de l'acier, l'Euratom, un pilier judiciaire, sécurité, et puis le deuxième pilier au milieu, qui est la fameuse politique étrangère et de sécurité commune, qui pose en fait véritablement les bases de l'action de l'Europe dans ce domaine, et qui charge l'Union de l'Europe occidentale, le fameux UEO dont je parlais tout à l'heure, d'examiner et de mettre en œuvre les décisions et actions de l'UE avec implication défense. Donc là, on a l'UE qui se crée, à partir de ce qui existait déjà, l'UE qui existe toujours, et qui est chargé de mettre en œuvre les aspects défense de l'UE. 2 ans plus tard, l'OTAN, prenant acte de cela, décide de développer en son sein une identité européenne de sécurité et de défense. Il y a toujours beaucoup de sigles quand on parle d'OTAN et d'Union européenne. Et de ce fait, l'OTAN décide qu'elle pourra apporter son soutien aux opérations de l'UEO, qui devient donc simultanément composante de défense de l'UE et moyen de renforcer le pilier européen de l'OTAN, pour un terme qu'on employait beaucoup à l'époque. En 97, c'est le traité d'Amsterdam, avec les missions de Petersberg, qui sont des missions humanitaires, etc., de maintien de la paix, de gestion de crise. Je passe, c'est juste pour vous montrer que, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y a de plus en plus de choses qui se passent au niveau européen, et à chaque fois, bien entendu, il y a du côté de l'OTAN les arrangements qui sont trouvés pour adopter pour que la coopération entre l'OTAN et l'UE d'abord, et puis ensuite l'UE, soit facile et se déroule au mieux. Alors, nous arrivons, j'ai presque fini avec mon histoire parce que je ne vais pas raconter tout. En 2001, le traité de Nice qui crée la PESD pour la gestion globale des crises hors du territoire de l'Union européenne et qui reprend la plupart des activités dévolues à l'UE. À partir de ce moment-là, l'Union de l'Europe occidentale va s'étioler progressivement jusqu'à sa dissolution en 2010-2011. Son rôle étant alors repris par l'UE en collaboration, d'une certaine façon, avec l'OTAN. C'est à partir de ce moment-là donc, que les relations OTAN-UE ont pris une certaine nouvelle dimension. On parle de partenariat stratégique, d'arrangement de Berlin Plus, de réunions conjointes, de développement de la coopération pratique, il y a des initiatives qui se prennent, etc. Et ceux qui sont familiers avec la lecture des communiqués des sommets de l'OTAN constateront qu'à chaque fois, il y a une ode aux engagements réciproques de coopérer, et on se félicite, on se congratule de ce qui se fait. Bon, ça, évidemment, il faut nuancer, il faut fortement nuancer. En 2007, nous avons le traité de Lisbonne, qui est toujours en vigueur. Et puis en 2009, une date aussi très importante, c'est que la France, qui est donc championne de l'UE, de l'Union européenne, et qui a assuré la présidence 2 ans auparavant, qui a été saluée unanimement par un coup de chapeau, rejoint, ça peut paraître curieux, sous le président Sarkozy, l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Et 3 raisons officielles sont alors données: accroître le poids européen dans l'Alliance, réformer et rénover l'Alliance de l'intérieur en liaison avec quelques alliés, et pouvoir construire l'Europe de la défense dans une relation apaisée par rapport à l'OTAN. Et donc tous ces termes sont repris de communiqués officiels. Alors, pour conclure cette petite partie historique, historiquement l'Europe s'est construite sur un refus de l'usage de la force, par nature. On met ensemble le charbon et l'acier, on met ensemble l'Euratom et on met ensemble d'autres politiques sur les politiques civiles. Et aujourd'hui, elle s'aperçoit que ces politiques sont aussi
des éléments de puissance que certains utilisent quasiment comme des forces dans le dialogue géostratégique entre les nations. Et en réintroduisant ces dernières années la défense dans les traités, on peut dire que l'Europe a fait un pas timide vers l'Europe puissance, même si ce n'est pas un terme qui est reconnu par grand monde, et que une révolution récente s'est déroulée ces derniers mois, on va dire années peut-être, avec la création d'un fonds européen de défense, qui aurait été absolument inimaginable il y a encore quelques années. Je rappelle même que lorsque moi je suis revenu à la délégation générale pour l'armement dans les années 90, il était absolument interdit d'aller à Bruxelles rencontrer quiconque de la Commission européenne qui n'avait, disait-on, rien à voir avec les questions d'armement et avec les questions d'industrie de défense. Ce qui était vrai d'après les textes, mais ce qui n'était pas vrai dans la mesure où les industriels développant des technologies duales allaient de toute façon à Bruxelles parce que pour la partie civile de ces technologies, ils étaient obligés d'appliquer les réglementations de l'Europe. L'OTAN, aujourd'hui, c'est 30 pays. L'UE, c'est 27. En fait, quand on les compare, il y a des pays de l'Europe qui sont dans l'OTAN, mais pas dans l'UE. Il y a des pays de l'Europe qui sont dans l'UE, mais pas dans l'OTAN. Je ne veux pas m'amuser à cela, ça peut être un exercice intéressant, mais ce que je voudrais, c'est rapidement prendre quelques exemples pour montrer ce qui rapproche les deux organisations en matière de défense et ce qui les distingue. Puis ensuite, je livrerai quelques conclusions parce que je ne veux pas prendre trop de temps. J'ai mis dans les conclusions quelques idées que je voulais développer par ailleurs. Qu'est-ce qui les rapproche? Dans les deux cas, ce sont des machineries lourdes et complexes, mais plutôt efficaces quand elles sont lancées. Difficiles parfois à démarrer, mais efficaces après. Aucune n'a de force en propre. Quand on dit les forces de l'OTAN, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'armée de l'OTAN prédisposée, etc. Il y a des armées des nations. Il y a un état-major à Mons qui, ce qu'on appelle le SHAPE, qui est chargé de faire de la planification, de préparer les troupes et, si jamais une opération est engagée, de diriger tout cela. Mais à chaque fois, il faut faire de la génération de force. Ce n'est pas différent de ce qui se passe dans l'Union européenne. Donc, aucune n'a de force en propre, contrairement à ce que l'on dit. Quand on parle de l'OTAN, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'organisation ou est-ce qu'on parle des pays qui la composent? Il y a parfois une ambiguïté qu'on retrouvait dans la presse récemment à propos de la sortie d'Afghanistan, quand on disait l'OTAN ceci ou l'OTAN cela. L'OTAN, officiellement, n'était plus pour grand-chose en Afghanistan, mais des pays de l'OTAN y étaient. Donc, vous voyez, cette confusion existe. Confusion qui n'existe pas vraiment quand on parle d'opérations de l'Union européenne. La règle du consensus s'impose dans les deux cas, comme je l'ai dit. Alors c'est intéressant parce que souvent on dit il faudrait créer quelque chose en Union européenne, force de réaction rapide, etc., parce qu'on ne peut pas attendre dans des circonstances exceptionnelles que les dirigeants se réunissent. C'est tout à fait juste. Et on dit mais c'est pas possible parce que les structures sont trop complexes. C'est pareil à l'OTAN. Il n'y a pas d'avantage de l'OTAN sur l'UE dans ce cas-là. Et ça marche quand même. La boussole stratégique dont on parle actuellement et qui vient donc, qui va sortir prochainement et qui est une opération de l'Union européenne a son corollaire du côté de l'OTAN, ce qu'on appelle le concept stratégique. Donc vous voyez, il y a beaucoup de ressemblances. Il y a même une ressemblance du point de vue des crises de solidarité qui existent au sein de chaque groupement. C'est bien qu'aujourd'hui c'est assez difficile, par exemple, de discuter problèmes avec la Turquie dans une instance, que c'est assez difficile de discuter de la Pologne ou de la Hongrie dans une autre, etc. Ce sont des crises de solidarité, mais ça se gère. Qu'est-ce qui les distingue? Alors, ce qui les distingue, c'est que à l'OTAN, tous les pays sont égaux, mais l'un est plus égal que les autres. Et ils réclament, bien entendu, un meilleur partage du fardeau. À l'OTAN, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une structure SHAPE qu'à l'UE, on n'a pas encore réussi à faire, non pas parce qu'il n'y a pas eu la volonté de certains de la faire, comme la France, mais il y a eu la volonté d'autres de s'y opposer, notamment les Britanniques. Il y a, du côté de l'OTAN, du fait des USA, des capacités industrielles colossales qui en forment, en quelque sorte,
l'arsenal de l'Alliance, puisque en face, il y a une plus grande dispersion et une absence de stratégie industrielle européenne, de politique industrielle européenne, pardonnez-moi. Et puis, il y a un tropisme américain chez beaucoup d'Européens. C'est plus intéressant d'acheter chez le grand frère que d'acheter chez le voisin. Qu'est-ce qui les distingue? Il y a le nucléaire US qui est une garantie pour l'Alliance, mais il n'y a pas de nucléaire européen, la France en l'occurrence, ou la Grande-Bretagne qui pourrait, mais elle n'est plus dans l'Europe, mais qui pourrait remplacer et fournir cette garantie pour l'Union européenne. Qu'est-ce qui les distingue encore? Eh bien, qu'est-ce que pourrait faire l'Europe sans transport stratégique, sans renseignement militaire, sans usage de drones, sans capacité de commandement que proposent, acceptent de fournir les Américains quand on leur demande? Donc ça, ce sont des choses qui pourraient, dans la durée, dans la grande durée, arriver à se régler, mais dans l'immédiateté, et même dans un espace de moyen terme, serait très difficile à mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer à avancer dans cette direction, mais ça veut dire tout simplement qu'il faut être conscient des limites. L'OTAN, par rapport à l'Union européenne, c'est un formidable outil d'influence américain en Europe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent on dit les Américains vont se retirer de l'OTAN. Bon, pourquoi pas? Après tout, c'est jamais impossible, mais ce ne serait certainement pas de leur intérêt. Ils ont, de par leur présence en Europe, même résiduelle parfois, ils ont des leviers d'influence considérables dans beaucoup de domaines, formation, politique économique, politique industrielle, etc. Donc, n'ayons pas trop crainte de ce côté-là des différences qui montrent que du côté de l'OTAN, grâce à l'Amérique, il y a plus de fonds, il y a plus de moyens, il y a plus d'argent peut-être aussi, globalement, quand on parle globalement, parce que tout n'est pas aussi simple que ce que l'on pourrait croire à première vue. Enfin, dernier point que je voulais dire là-dessus, puis je conclus, c'est que on lit beaucoup que pour les Européens, il pourrait y avoir une manière simple de voir les choses qui consiste à dire la sécurité, c'est l'Union européenne, la sécurité, c'est l'OTAN, la prospérité, c'est l'Union européenne. C'est assez simpliste, parce que si ça peut être vrai à un certain moment, ça ne le sera pas forcément dans le futur, et il est très important aujourd'hui, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, de voir que beaucoup d'instruments de politique économique, de politique culturelle, d'information, etc., sont aussi des instruments qui peuvent servir à la puissance dans le jeu des nations qui est en train d'être complètement bouleversé. Alors, conclure. 5 points, ou 6. Vouloir faire une Europe de la défense contre l'OTAN, c'est non seulement se condamner d'avance à l'échec, mais nuire à nos ambitions européennes. Si on veut plus d'Europe, et je crois qu'on le veut, il faut qu'on fasse mieux d'OTAN. C'était d'ailleurs d'une certaine façon les conclusions du rapport de M. Védrine il y a quelques années. Deuxième point, continuer à penser que seule l'OTAN, c'est-à-dire en fait les Américains, leur force qui est derrière, peut assurer la sécurité de l'Europe, c'est faire la politique de l'autruche, parce qu'on sait bien que les Américains ne voudront pas toujours intervenir lorsque des intérêts européens sont en jeu, et c'est en même temps nuire à une évolution raisonnable de l'Alliance. Donc vous voyez, là je balance mes deux propos, faire l'un c'est nuire à l'autre et inversement. Et finalement c'est nous nuire à nous. Donc, troisième point, dans les, on va dire, 30 années qui viennent, l'Amérique du Nord et l'Europe auront certes des évolutions différentes et des objectifs qui pourront diverger sur de nombreux points. Mais pour des raisons qui sont à la fois de communauté de culture, d'imbrication des intérêts, de fertilisation des échanges, nous continuerons à avoir besoin les uns des autres, c'est ma conviction profonde. Quatrième point, il pourrait être intéressant de faire porter les débats sur la souveraineté et l'autonomie stratégique sur d'autres champs que sur ceux de la défense. D'ailleurs, dans le livre qui est derrière moi et que on vous a certainement présenté, il y a pas mal d'articles qui traitent d'autres points que ceux de la défense. Parce que, d'une part, c'est un bon moyen pédagogique de faire avancer là aussi le dossier défense, et aussi parce que la sécurité de nos pays, de nos concitoyens,
elle repose sur bien d'autres choses aujourd'hui que ce qu'on appelle traditionnellement la défense. 5e point, écouter les autres, essayer de les comprendre et accepter qu'ils puissent avoir parfois raison contre nous. C'est aussi une bonne façon de faciliter la recherche des convergences. Bon, il ne faut pas en abuser, mais il faut l'accepter. Et ça peut permettre de faire progresser la relation UE-OTAN. Enfin, pour terminer, je vous livre une devinette dont la réponse se trouve dans le livre. Qui a dit dans le livre qui est derrière moi, c'est en se projetant dans l'avenir que les Européens peuvent regagner plus d'autonomie. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon général. Amiral, donc, présent. C'est quoi alors finalement, serpent de mer, pas serpent de mer? Est-ce qu'il y a aujourd'hui justement une opportunité pour repenser l'Europe de manière un peu plus stratégique? Question difficile. Merci de m'accueillir dans cette salle et très heureux d'être parmi vous. Je remplace au pied levé le général Perruche qui était prévu parler mais qui a été pris par une invitation à Bruxelles qu'il ne pouvait pas refuser. Donc c'est un marin qui remplace un terrien, mais l'expérience des opérations et des relations internationales nous lie. Alors, j'ai choisi de parler en fait de la défense européenne demain, et le titre est un peu provoquant, c'est Arlésienne ou réalité. Je commencerai par un rappel de l'environnement géopolitique actuel, par un point de ce qu'est l'Europe de la défense aujourd'hui et de ce qu'elle pourrait être dans l'avenir. Alors, l'environnement géopolitique, on peut dire qu'il y a une dégradation de cette situation dans le monde entier. À la suite de l'effondrement de la Russie, les États-Unis, qui étaient alors la seule puissance stratégique mondiale, ont, il faut le dire, accumulé les erreurs. Mépris vis-à-vis d'une Russie démantelée, sous-estimation de la montée en puissance de la Chine sur les plans économiques et maintenant militaires, erreur dramatique de l'intervention en Irak, qui a contribué à la création de Daesh au Moyen-Orient et au retour des talibans en Afghanistan. Washington aujourd'hui considère la Chine comme un adversaire et une menace pour son rôle de lead nation, et l'Europe comme un concurrent dont le poids économique pourrait fragiliser sa prééminence. On assiste donc à une redistribution des cartes dans un brouillard qui masque encore ce que pourrait être un nouvel équilibre mondial si toutefois il parvient à se dessiner. À cela s'ajoutent les trafics de toutes sortes, le terrorisme, les mouvements de population de plus en plus importants et les effets d'une pandémie mondiale. J'ai bien conscience de dresser un tableau sinistre. Mais je rejoins les déclarations des chefs d'état-major des armées françaises qui appellent à un durcissement de l'entraînement des forces pour se préparer à affronter non plus des crises régionales, mais un combat majeur. C'est donc dans cet environnement qu'il nous faut réfléchir à la façon de nous défendre face à ces tensions croissantes qui peuvent dégénérer. Ce qui est certain, c'est que la mise au ban de certains pays par l'Occident les conduit à de nouvelles alliances comme celle que l'on voit entre la Russie et la Chine, rejoints par l'Iran et le Venezuela. Ce qui est certain aussi, c'est qu'aucun des pays européens pris individuellement n'est en mesure de faire face à ces menaces seul. Ce qui apparaît enfin, c'est une distance qui s'accroît entre les États-Unis et l'Europe, distance qui est sans doute aussi l'une des raisons du départ du Royaume-Uni qui, comme le disait Churchill, choisira toujours le grand large. Alors l'UE dispose d'une politique étrangère et de sécurité commune, dont on l'a dit, qui est née avec le traité de Maastricht en 1992, mais qui est devenue la politique européenne de sécurité et de défense, avec un haut représentant qui s'appelait Solana en 1999, puis la politique de sécurité et de défense commune, avec le traité de Lisbonne, qui a renforcé les prérogatives et les responsabilités du haut représentant et mis à sa disposition
un service européen d'action extérieure. Le traité de Lisbonne a introduit aussi, en son article 42.7, une clause de défense mutuelle. Sur le plan militaire, la déclaration de Petersberg en 1992 définissait les missions confiées aux armées avec le souci de ne pas dupliquer avec celles de l'OTAN. Donc c'était des missions humanitaires et d'assistance, maintien de la paix, rétablissement de la paix. En 1998, la déclaration franco-britannique de Saint-Malo va permettre d'avancer. Et donc, on a le développement d'une capacité de réaction rapide de 60 000 hommes, pouvant être déployés en 60 jours pour une durée d'1 an, le développement des groupements tactiques de 1500 hommes, un comité politique de sécurité, COPS, qui est créé, le comité militaire de l'Union européenne, l'état-major de l'Union européenne, et puis pour pallier l'absence d'état-major permanent à Bruxelles, l'UE sollicite les nations volontaires pour fournir un état-major en cas de crise, et 5 pays répondent favorablement, dont la France. À ceci, il faut rajouter les arrangements Berlin Plus entre l'UE et l'OTAN qui se stabilisent en 2003. Alors, il y a aussi la création, et c'est une originalité qu'il faut reconnaître à l'Europe et qui est tout à fait bienvenue, d'une cellule de planification civilo-militaire qui intègre la direction de la planification de la gestion des crises qui va être créée en 2007. Enfin, il y a l'Agence européenne de défense créée en 2004 qui va avoir du mal à vivoter avec le peu de budget qu'on lui attribue pendant toutes ces années. Le Brexit va permettre de s'affranchir, comme on l'a dit, du veto britannique et on voit se créer enfin un état-major permanent de 60 personnes, en réalité ils sont aujourd'hui 40, sous l'autorité du chef de l'état-major de l'Union européenne. La coopération structurée permanente, prévue par le traité de Lisbonne, signée par 25 pays, et puis une liste de 17 projets validés par le Conseil en 2018. Il y a aussi le Fonds européen de défense qui est mis en place, et puis en 2018, ce que l'on a déjà évoqué, l'initiative européenne d'intervention qui réunit 8 États membres de l'UE, rejoints par 4 autres, et le Royaume-Uni malgré le Brexit. Alors aujourd'hui, la politique de sécurité et de défense commune donne à l'Union européenne la possibilité d'utiliser des moyens militaires et civils pour répondre aux crises internationales. En réalité, ça fait quelques années qu'elle a commencé, depuis 2003. Il existe 18 groupements tactiques ou battle group de 1500 hommes, 2 étant d'alerte pendant 6 mois. Il y a actuellement 16 missions en cours, 10 civiles, 6 militaires, qui sont en cours en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Mais il faut bien reconnaître que ces missions restent dans le bas niveau du spectre, que l'UE ne disposant pas d'armée, tout comme l'OTAN, mais enfin l'OTAN a quand même une capacité d'AWACS qui lui est propre. Les capacités civiles et militaires qu'elle est en mesure de mobiliser sont mises à la disposition par les États membres lorsqu'une mission est lancée par le Conseil. La défense de l'Europe reste donc entre les mains des pays membres, et c'est une hydre que je peux dire à 3 têtes, nationale, otanienne et Union européenne. Alors à partir de cette situation actuelle, comment envisager l'avenir d'une défense européenne ? 1. La plupart des pays membres de l'UE restent attachés à l'OTAN. 21 d'entre eux en font partie et comptent sur les États-Unis pour les protéger, même si la priorité de Washington est en train de se tourner vers le Pacifique. La coopération structurée permanente et la capacité militaire de planification et de conduite, mise en place en 2017, constituent des avancées concrètes, de même que le concept de présence maritime coordonnée qui a été établi en 2019. Le Fonds européen de défense a été doté d'une somme de 7,9 milliards d'euros pour la période 2021-2027. La Commission européenne avait proposé plus, 13 milliards, n'a pas été retenu. Et puis, il y a aussi, on l'a longuement évoqué, la boussole stratégique qui,
au cours du premier semestre de l'année prochaine, doit permettre d'avoir une stratégie globale de l'UE à l'horizon 2030. Enfin, les pays européens, poussés par les États-Unis, il faut bien le dire, ont commencé à augmenter leur budget de défense avec l'objectif de 2% de leur PIB pour 2024. Alors toutes ces évolutions vont dans le sens d'un renforcement des moyens de défense, mais ceci se heurte encore à de nombreux obstacles. De par leur histoire et leur géographie, les pays européens disposent de cultures stratégiques différentes et n'ont pas nécessairement la même analyse des menaces et des priorités en matière de sécurité et de défense. En matière d'industrie de défense, les objectifs et la perception de la coopération sont difficiles à harmoniser. Si l'A400M et le NH90 ont pu aboutir, les 4 programmes de coopération industrielle franco-allemande lancés en 2017, le SCAF, qui doit remplacer le Rafale et le Typhon, le futur char de combat et le système d'artillerie futur, traversent une phase difficile de négociation. Quant à l'avion de patrouille maritime futur, les Allemands viennent de décider l'achat du Poséidon américain. La dépendance vis-à-vis des États-Unis reste très importante pour certains États, les pays de l'Est bien sûr, à proximité de la Russie, mais aussi l'Allemagne et l'Italie. La France fait figure d'exception, bien qu'elle ait intégré le commandement militaire de l'OTAN. Lors d'une opération, l'engagement des composantes civiles et militaires est dans la plupart des cas nécessaire. Or, les capacités militaires mises à la disposition de l'UE relèvent du Conseil de l'UE, alors que les outils civils sont principalement de la compétence de la Commission européenne. Et le haut représentant vice-président de la Commission n'a aucun pouvoir sur ces directions. Alors, une coordination entre les deux composantes est absolument nécessaire. Alors, pour progresser, il me semble qu'il faut cesser d'évoquer une défense européenne et s'intéresser plutôt à la défense de l'Europe, de façon pragmatique, par des coopérations concrètes. Robert Schuman parlait de réalisation concrète déjà en 1950, répondant à des intérêts partagés et à des besoins opérationnels. La coopération structurée permanente et l'initiative européenne d'intervention permettent de telles avancées. Un exemple, le commandement européen du transport aérien constitue un très bel exemple de coopération pragmatique. 7 États membres y participent et ce commandement permet d'optimiser le potentiel avion par une mise en commun des moyens. Le succès de ce commandement a probablement joué un rôle de catalyseur dans les décisions de créer plusieurs flottes multinationales de transport qui marquent une intégration européenne croissante en matière de transport aérien militaire avec l'A400M et l'Airbus A330 MRTT. Le record à Strasbourg est un autre exemple concret. Alors, c'est fini ? Ah, c'est dommage parce que c'est le truc important. Donc, je vais continuer rapidement. Alors, un certain nombre d'avancées à partir de ces exemples peuvent être, qui répondent à des besoins opérationnels peuvent être envisagées. Au niveau politique, la création d'un Conseil de sécurité auprès de la présidence du Conseil. Au niveau du commandement, le renforcement du MPCC, actuellement 40 personnes pour un objectif de 60, qu'il conviendrait progressivement de tripler pour en faire un véritable état-major permanent, qui puisse s'occuper aussi des exercices qui sont actuellement inexistants. Au niveau du renseignement, le renseignement européen n'existe pas, l'UE est alimentée par les différents services des États membres, autant dire rien, compte tenu de la culture des services qui opèrent par des échanges. Il va bien falloir à un moment accepter de partager. C'est un des objectifs du Collège du renseignement créé en 2019, une entité intergouvernementale indépendante des institutions de l'UE, qui comprend un comité de pilotage de 23 membres, mais ce n'est pas permanent. Donc, il y a un exemple que j'aime bien, moi, qui est celui du MAOC-N, qui est chargé de la lutte contre le trafic de drogue, qui est basé à Lisbonne, créé en 2007, et qui a une façon de travailler tout à fait pragmatique. Au niveau des industries d'armement, une consolidation est indispensable. Concernant un domaine que je connais, il est déraisonnable et coûteux d'avoir 26 types de destroyers et de frégates en Europe, là où les Américains en ont 3. Il y a plein d'exemples comme ça. Cela se traduirait par une réduction des coûts à l'achat, mais aussi sur la maintenance, la documentation et la formation.
les armements et les munitions des trois armées en Europe, elles sont trop diverses, donc on n'a pas la possibilité d'avoir des stocks communs et de pouvoir échanger. Donc là aussi, il y a un travail de fond qui aussi a des aspects juridiques pour les munitions. Une harmonisation des services médico-militaires, c'est un des projets PESCO. Une approche identique est à envisager dans le matière de soutien des forces, c'est aussi un projet PESCO. Donc il y a des études qui sont en cours et donc on espère qu'elles puissent aboutir. Le développement de matériel d'intervention en cas de catastrophe naturelle, la surveillance maritime, la sécurité des ports, les systèmes autonomes de lutte contre les mines, les véhicules de combat pour l'infanterie, tout ceci, ce sont des projets tenus par le PESCO aujourd'hui et qu'il faut faire absolument aboutir. La cybersécurité, l'espace, qui est un autre domaine général absolument essentiel, qu'il ne faut absolument pas rater. Et enfin, créer un véritable collège d'Europe de sécurité et de défense qui permettrait de créer des liens entre officiers et civils des différents pays et de faciliter ensuite les coopérations. Tous ces projets, s'ils aboutissent, feront avancer non seulement la défense de l'Europe, mais renforceront les capacités de l'UE et celles de l'OTAN. Amiral, je conclus. Merci. Je conclus, si vous permettez. Pour conclure, prenons conscience que l'UE est une architecture inédite, qu'elle est encore jeune. Il faut du temps pour sortir de certaines pesanteurs de l'histoire, tout en gardant l'identité des peuples. Si nous passons notre temps à démonter ce que nos prédécesseurs ont laborieusement construit, nous n'irons nulle part. Des corrections sont à apporter, mais il y a une base qui existe et des projets à réaliser. Rien ne pourra se faire sans la confiance et une volonté politique dans la durée. C'est aux nouvelles générations, celle d'Erasmus, de poursuivre l'œuvre commencée. Merci bien. Comme on a un amiral sous la main, j'aimerais qu'il développe devant nous toutes les initiatives qui ont été prises au niveau maritime à l'Union européenne, qui ont démarré, bon an mal an, en 2008 avec l'opération Atalante, qui continue, mais une initiative qui est marquée ici, qui s'appelle WISEPEN, qui, à mon sens, est extrêmement intéressante au niveau de l'évolution de la politique maritime de l'Union européenne, de manière générale. D'autres actions menées au titre de l'EMSA, qui est aussi qui est une agence de l'Union européenne, plus orientée sur la lutte contre la pollution. Et on voit bien que dans le domaine maritime, on a à faire un certain nombre d'initiatives et de succès qui montrent peut-être le chemin au niveau du développement de la PSDC, et plus largement. Merci de me mettre sur mon terrain favori. Vous savez bien sûr que les pays européens ont délégué d'une certaine façon leur souveraineté à l'Union européenne dans le domaine de la zone économique exclusive que ces pays disposent. Et donc, quand il y a des réunions internationales, c'est l'UE qui va parler au nom de l'ensemble de ces pays européens sur les affaires maritimes. Sauf pour les TAF, les territoires des terres australes, sauf pour la Nouvelle-Calédonie et sauf pour la Polynésie, qui représente quand même la grande majorité de nos zones économiques exclusives, parce qu'elles ne sont pas strictement sensu à l'intérieur de l'Union européenne, comme le Groenland d'ailleurs ne l'est pas. Et donc ces zones-là, c'est le représentant de la France qui parle dans les réunions internationales pour répondre aux questions et faire avancer les projets. Ce que je dis, c'est que l'Europe a, en 2007, publié une politique maritime intégrée, qui est un document absolument remarquable. Et ce document, il faut l'exporter, et il faut que l'Europe montre que dans ses eaux, elle applique cette politique qui a été dure à lancer, dure à mettre en place, qui a coûté véritablement qui a provoqué des réactions chez les pêcheurs, par exemple, mais également chez les armateurs, mais qui, au bout du compte, nous permet aujourd'hui d'avoir une permanence de nos pêches, même un peu plus réduite, d'avoir des armateurs qui ont compris
qu'il fallait évoluer avec la COP 21, ou aujourd'hui la COP 26, de manière à ce que l'on ait des bateaux moins polluants, etc. Et que les ports ont suivi. Et donc on a toute cette politique, on la doit au travail des États membres au sein de l'Union européenne. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, il s'agit bien évidemment d'être présent, de défense de la part des marines, mais aujourd'hui, il y a aussi la défense de notre patrimoine maritime, de la mer en tant que telle, qui est une mission absolument prioritaire également, qui doit être prise en compte. Ça a amené à changer un certain nombre d'habitudes. Quand j'étais sur porte-avions, on avait la vidange des poubelles le long du quai, le long du bord, donc on mettait nos poubelles à l'eau. Maintenant, c'est absolument fini, comme sur tous les bateaux. Donc il y a des évolutions et les marines ont été obligées de suivre ces évolutions. Et je pense que les armées vont être obligées de le faire également avec la COP 21 dans tous les domaines de l'énergie, en opération, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc on a cette espèce de responsabilité qui s'est rajoutée et je dirais, on ne l'utilise pas assez, l'Europe ne l'utilise pas assez pour contrer l'avancée d'un certain nombre de pays. Si vous regardez ce que fait la Chine en mer de Chine du Sud, on n'a pas tout à fait la même notion de l'écologie. Et donc là, il y a un moyen d'essayer d'imposer notre vision face à ce que détruit un certain nombre de pays et qu'il va bien falloir amener à la raison. Je ne parle pas de la pêche illicite, je parle pas, il y a plein d'autres choses, mais là, il y a un travail de fond qui est entamé et qu'il faut continuer à poursuivre. Si vous permettez. Donc, on venait de parler tout à l'heure de l'intérêt commun, partagé, si vous voulez, de l'Europe pour ce qui concerne la mer. Est-ce que, j'allais dire que l'affaire des sous-marins de l'été dernier, qui s'est produit, que tout le monde connaît, nous rappelle tout d'un coup que la région de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, est une région extrêmement importante. Elle est importante pour nous, bien entendu, en tant que Français, mais est-ce que, je dirais, les pays européens se sentent véritablement concernés par une défense d'une zone, une protection d'une zone comme celle-là, qui est extrêmement lointaine de nos côtes, bien entendu. Et ma deuxième question tiendrait plutôt aux relations, j'allais dire, aussi bien dans le domaine militaire que diplomatique que industriel entre l'Europe et la Grande-Bretagne depuis sa sortie du Brexit. Parce qu'on sait que dans les relations précédentes, si vous voulez, il y a un certain nombre de contrats, d'accords, etc., qui ont été établis. Or, tout ça a dû prendre du plomb dans l'aile, j'imagine, avec la rupture de l'année dernière. Donc, voilà, 2 questions. Merci. Alors, sur la première question, sur l'intérêt des Européens en Indo-Pacifique, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même, parce qu'il y a la stratégie européenne sur l'Indo-Pacifique qui est sortie. Et d'ailleurs, ça a été le jour où, où le partenariat AUKUS a été aussi annoncé. Donc c'était un peu maladroit. D'ailleurs, il y a eu des excuses à ce moment-là. Et oui, je pense... Je pense que oui, il y a une prise de conscience quand même sur tous ces intérêts dans cette zone. Et a priori, dans le cadre de la boussole stratégique, en tout cas, dans ce que je vous racontais tout à l'heure sur comment est-ce qu'on développe nos partenariats. Donc ça fait vraiment partie d'une question qu'on est vraiment en train d'aborder actuellement à l'UE. Et avec qui est-ce qu'on coopère? Est-ce que c'est l'Inde? Sur quel type de sujet? Et pour en revenir aussi aux enjeux maritimes, ce serait l'idée aussi peut-être de développer le concept de présence maritime coordonnée en Indo-Pacifique pour avoir aussi une présence dans la zone. Voilà, donc je pense que oui, effectivement, Je pense que le problème de la Nouvelle-Calédonie est absolument essentiel et la prochaine élection qui a lieu le 12 décembre, qui est contestée par les opposants, la date en tout cas, qui aurait voulu avoir un peu plus de temps.
on n'a pas suffisamment, je pense, pris conscience de ce que ça pouvait représenter. Alors, avec le précédent Premier ministre australien, parce qu'on fait beaucoup de choses avec les Australiens, contrairement à ce qu'on pouvait laisser penser. On en fait en océan Indien, on en fait en Antarctique, et on en fait, bien évidemment, dans l'océan Pacifique. Et je dirais qu'il y a un triptyque avec la Nouvelle-Zélande. Donc ces trois pays, enfin la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et la France par ses possessions dans le Pacifique. Et le cœur est quand même cette Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas être naïf. Il y a un travail de sape qui est fait par les Chinois depuis un certain temps. Ils sont présents depuis très longtemps en Polynésie, mais pour l'instant, c'est des affaires de tourisme, c'est des affaires d'élevage de perles, c'est des affaires d'aquaculture. Mais en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, ils ont une matière sur laquelle ils peuvent travailler, c'est-à-dire tous les opposants et les volontés pour l'indépendance. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la Nouvelle-Calédonie dispose d'un certain nombre d'autonomies pour discuter avec les autorités régionales. Les ambassades de France dans les différents pays, des petites îles, mais en Nouvelle-Zélande et en Australie, ont une entité de Nouvelle-Calédonie et qui va discuter des intérêts. Je trouve ça tout à fait intelligent, bien sûr. C'est comme ça qu'il faut travailler. Je pense que la culture du rugby est quelque chose d'extrêmement important pour garder le lien. Tous ces pays jouent au rugby, et sur toutes les petites îles, et il faut qu'on continue à travailler comme ça. Si on les a dans nos équipes en France, c'est pas pour rien. Donc il y a tout ça qui est important. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui veulent absolument partir, etc., sans savoir très bien où ils vont et sans mesurer ce que sera une Nouvelle-Calédonie indépendante sous la Chine. Hein. Et ça, ça fait partie des choses qui sont annoncées et qui vont, qu'on commence à délivrer pour leur dire, écoutez, faites attention quand même. Vous n'aurez pas forcément la liberté d'action et l'indépendance telle que vous l'imaginez. Parce que derrière, il y a quand même des mines intéressantes, du nickel, etc., qu'on peut rapatrier. Sur les relations industrielles avec la Grande-Bretagne, à ma connaissance, elle continue. Elle continue en particulier avec MBDA. Donc tout ce qui est missiles, etc., ça n'a pas été impacté par cette affaire-là. Sur le plan d'Airbus, je ne pense pas non plus. Je pense que ça continue. Sur le plan nucléaire, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des Britanniques de rompre le lien avec la France. Ils sont plutôt avantagés, donc ils n'y toucheront pas. Donc voilà, donc on est dans cette relation-là. On verra avec le temps comment les choses évoluent, et si on arrive à résoudre le problème des pêcheurs sur les îles anglo-normandes. Je voudrais revenir sur l'autonomie stratégique. J'étais en poste au comité militaire à Bruxelles jusqu'à cet été, et je me retrouve tout à fait dans vos propos, amiral, ou ceux de Judith aussi, évidemment. Mais pour l'autonomie stratégique, j'ai un point de vue un peu différent sur mon expérience là-bas. C'est que j'ai pu constater que les outils principaux existaient, ceux qui ont été décrits. C'est-à-dire la capacité à décider. Il n'y a pas de service de renseignement, mais le service de l'action extérieure européen est très intelligent. Ils sont très nombreux et ils sont capables de détecter, en même temps que nous, les mêmes menaces. Les capacités d'action opérationnelles sont constituées par chaque État. One single set of force, qu'ils soient à l'OTAN ou à l'UE. Alors quand ils sont à l'OTAN, ils sont capables, et à l'UE, ils ne le sont pas, alors que ce sont les mêmes. On a les outils. Et puis l'outil de commandement, il est embryonnaire, mais pour de petites opérations, il est suffisant. Et puis pour les capacités globales, elles sont certes très diverses, avec 30 frégates différentes, mais 30 frégates qui fonctionnent et qui sillonnent les mers. Ma question est, selon vous, si on part du principe que les outils ne sont pas parfaits mais qu'ils existent,
C'est quels sont les leviers sur lesquels il faudrait appuyer pour que la convergence de la culture stratégique commence, pour qu'elle advienne. Et qui est une question centrale, puisque de mon point de vue, les outils étant en place, c'est bien la volonté politique qui manque. Vous l'avez très bien expliqué, elle s'explique par des différences importantes de culture stratégique. Maintenant, la question est comment fait-on converger les cultures stratégiques? Merci. Je vais peut-être répondre plus à titre personnel. Ah pardon, je vais répondre. Donc ce que je disais, c'est que je vais répondre peut-être plus à titre personnel. Le développement de la culture stratégique. Alors, je pense que tout le travail qui est fait quotidiennement sur justement le partage d'informations, l'analyse des menaces, toutes les négociations qui sont menées à Bruxelles, donc, que vous connaissez très bien, dans tous les groupes de travail. Donc petit à petit, on partage. Petit à petit. On partage vraiment des analyses, des points de vue, et petit à petit, on construit des outils. Je pense que par le développement d'actions concrètes, on voit bien tout ce qui a été fait déjà depuis quelques années, et le grand pas quand même qui a été fait en si peu de temps. Et évidemment, tout l'exercice de la boussole, je vois, ça fait déjà peut-être 8 mois qu'on discute, qu'il y a des groupes de travail qui sont organisés, des workshops, qu'on essaye d'avoir des points de vue, de faire converger vraiment nos points de vue, qu'il y a tous ces non-papiers qui ont été produits, je ne sais même plus combien il y en a eu, tellement il y en a eu. Et puis maintenant, on arrive vraiment à un aboutissement où on va se mettre d'accord quand même sur les actions à mener dans tous les domaines qui concernent l'Europe de la défense. Donc, ce que je disais, tout ce qui est la capacité d'agir, notre résilience donc face aux diverses menaces actuelles, les partenariats, qu'est-ce que j'oublie, évidemment le domaine capacitaire, parce que si on n'a pas les capacités d'agir, on ne fera rien. Je pense justement aux annonces de Joseph Borrell quand il a annoncé récemment sa force d'entrée en premier, qui nécessite évidemment d'abord d'avoir les capacités de le faire, parce qu'on ne peut pas rentrer sur un théâtre non permissif sans avoir les capacités de le faire. Donc tout ça, évidemment, ça n'arrive pas du jour au lendemain, et cette culture stratégique, je pense, elle arrive vraiment par aussi notre environnement, où on constate quand même qu'il y a une dégradation générale, post-Afghanistan, AUKUS, etc. Et je pense que petit à petit, il y a des convergences qui se font, et que le but de la boussole, c'est ça aussi, c'est de se mettre d'accord sur une analyse commune, et comment est-ce qu'on la décline en orientation politique et en action concrète. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous qui avez été vraiment... Et voilà, et donc les acteurs sur place à Bruxelles, tous les représentants des États membres, parce que donc à Bruxelles, on a tous des représentations permanentes, et des représentations militaires, discutent chaque jour entre eux et développent cette culture. Donc évidemment, on voit beaucoup de divergences, mais c'est très enrichissant aussi, je pense. Et in fine, on se mettra d'accord sur quelque chose. Donc, et d'ambitieux, j'espère. Quand on regarde les pays du nord de l'Europe, leur préoccupation, c'est l'Arctique et c'est la Baltique. Nous, la Baltique, l'Arctique, on regarde ça avec une certaine distance. C'est plutôt l'Atlantique et la Méditerranée, et puis les territoires d'outre-mer. Donc tout ceci, il faut bien... Et en plus, ce que je reproche un peu au pays, c'est de ne pas avoir partagé davantage avec leurs autres membres, les autres membres, leurs préoccupations. On est resté un peu chacun sur son quant à soi, en disant c'est mon problème, et puis quand ça allait mal, on appelait les autres, mais comme on ne leur avait jamais rien expliqué, ils voyaient que c'était uniquement pour défendre nos intérêts, et ils ne viennent pas. Or, il faut aller un peu plus loin. Je dirais, il aurait fallu dire depuis longtemps, vous êtes les bienvenus à La Réunion, vous êtes les bienvenus en Nouvelle-Calédonie, vous êtes les bienvenus, etc. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui soient en Nouvelle-Calédonie, dans les unités qui sont sur place. Pas plus que Polynésie. Pourtant, la Polynésie, c'est sympa, on est bien reçus. Hein. Donc, tout ça, c'est à construire, c'est à ouvrir, c'est à partager.
si on veut pouvoir avoir des gens qui comprennent nos problématiques. C'est un peu le même problème sur l'Afrique. On est un peu aussi sur notre quant à soi. Donc ça commence juste, hein, l'opération dans le golfe de Guinée, la relève par des bateaux, ça se fait maintenant, mais ça ne s'est pas fait pendant des années. Et on a pourtant, c'est pas faute d'avoir proposé de le faire avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Britanniques, etc., mais qui ont pourtant des intérêts dans la région. Ça ne peut se faire que s'il y a le dialogue, si chacun y trouve son intérêt, si ça permet à l'autre d'exister, que on ne se met pas tous en avance. Moi, je ne vois pas de paroles dans les informations qu'on peut avoir à la télévision. On ne parle jamais des autres, pratiquement jamais. Et quand il y a des opérations humanitaires, chacun plante son drapeau. Et puis, ce n'est pas quelque chose de commun. Je l'ai vu dans plusieurs exemples, que ce soit pendant le tsunami en Indonésie, que ce soit au Mozambique, etc. C'est très dommage. Ou bien on va vers un peu plus de communauté avec nos autres pays, ou bien on reste chez soi et pour l'instant on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Bonsoir. Alors moi j'avais une question pour Jean Fournet, pour Monsieur Fournet. Mais en fait, je pense qu'il serait intéressant de la poser à vous trois et d'avoir votre opinion là-dessus. Il a utilisé la phrase « si on veut plus d'Union européenne, il fallait mieux l'OTAN ». Et j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de ce mieux. Est-ce qu'on peut avoir mieux avec l'OTAN? Est-ce qu'on devrait avoir mieux avec l'OTAN? Qu'est-ce que vous en pensez Là, je dirais pas est-ce que c'est mieux avec l'OTAN, est-ce que c'est mieux avec l'UE. Je pense qu'il y a une complémentarité à rechercher. De non-duplication aussi. Et je pense qu'à l'UE, il y a des outils assez spécifiques et assez inédits de développement du concept civilo-militaire. À l'UE, on fait aussi du civil. Et par exemple, on a quelque chose à apporter sur tout ce qui est hybride, tout ce qui est dual. Et ça peut servir à l'OTAN. Et donc c'est de là aussi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment développer le pilier européen de l'OTAN et comment tout ce qui est développé à l'UE peut servir aussi à l'OTAN. Donc moi je ne suis pas une spécialiste de l'OTAN, mais c'est ce que je dirais sur là-dessus. Je pense que si on renforce l'un des piliers, la maison tient mieux. C'est un peu le sentiment qu'ont les Américains, c'est de tenir la maison pratiquement tout seul avec un peu les Britanniques, un peu les Français, et puis pas grand-chose d'autre. Donc l'OTAN donne l'impression d'être complètement entre les mains des Américains. C'est pas complètement faux, même si ça a évolué, puisque le secrétaire général de l'OTAN n'est plus un Américain depuis longtemps, qu'il y a un commandement de l'OTAN qui a été donné aux Français de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, il y a une présence des Européens de plus en plus visible, même si ça reste un général ou un amiral américain qui est à la tête de chef à côté de Bruxelles. Pour vous donner, pour aller dans le sens de ce que je viens de dire, j'ai assisté à une relève d'un amiral que j'aimais beaucoup, qui est un Américain, qui était pilote de porte-avions et qui était à Naples. Et il était remplacé par un autre officier général. Et on a vraiment l'impression que nous étions, pas les esclaves, mais enfin invités à la fête des Américains, quoi. On ne comptait pas dans la cérémonie, ce qui était un peu désobligeant, surtout pour les Italiens qui étaient quand même chez eux, et pour tous les pays européens qui avaient participé aux opérations en Yougoslavie et en ex-Yougoslavie. Donc ce phénomène-là, il faut petit à petit, par la montée en puissance d'une défense européenne, que ça s'estompe et qu'on puisse parler un peu d'égal à égal. Ça mettra du temps,
mais il faut derrière qu'il y ait aussi une volonté politique pour pouvoir avancer. Et à partir de là, on sera un peu plus écouté. Dans ce que font les Américains, il n'y a pas toujours des bonnes choses. Si l'Europe peut arriver à calmer certaines ardeurs et certaines volontés, comme par exemple ce qui s'est passé en Irak, où l'Allemagne et la France ont décidé de ne pas y aller, parce qu'ils avaient de bonnes raisons pour le faire, c'est bien. On n'a pas empêché l'opération, mais on n'a pas participé. Et c'était 2 membres importants de l'OTAN qui étaient dedans. Donc voilà, c'est par ce genre de choses que l'on peut amener à une évolution et à une visibilité de l'Union européenne plus importante. Mais en même temps, un OTAN qui soit, une alliance qui soit un peu plus respectueuse des intérêts de chacun. Voilà, c'est en ce sens que je pense qu'on peut avancer dans cette messe. C'est mon opinion. Si je peux me permettre de rebondir, je trouve que la question est intéressante aussi sur une chose, c'est qu'on parle beaucoup d'OTAN, d'UE, etc. On a eu quand même un épisode récent qui n'était pas totalement inintéressant et qui n'était pas lié que au rapport aux Américains. On a quand même un président de la République qui a publiquement dit que l'OTAN, qui était une de nos structures, était en mort clinique. Il a été obligé de taper très très fort pour que, enfin, au sein même de l'OTAN, on accepte de sortir de sous le tapis un certain nombre de problèmes, dont les rapports avec les alliés comme la Turquie, etc., etc. Ensuite, il a fallu que la France mène une véritable politique au sein de l'Union européenne en s'appuyant sur ses alliés européens du front sud, et particulièrement autour de la Méditerranée, autour d'une solidarité avec la Grèce, y compris avec des manœuvres forces spéciales et marines très importantes pour contrer des tentatives turques d'intervention sur la zone pétrolière autour de Chypre. Donc je pense que la question elle est intéressante, c'est comment justement à un moment donné notre intérêt de nation européenne au sein de l'Union européenne étant capable de jouer de la solidarité d'une partie de l'Europe face à une autre partie de l'Europe qui sont aussi nos alliés et nos partenaires, mais qui étaient beaucoup plus embarrassés sur le fait qu'il fallait peut-être un peu dépoussiérer l'OTAN et poser un certain nombre de questions. Moi, je trouve que cette question-là, elle est quand même intéressante et elle a été posée de manière extrêmement pratique et de manière justement un peu, là pour le coup, ce que le président appelle disruptif, mais réellement, où on est sorti là un peu du ronron où on dit bon bah il y a l'OTAN qui est là, il y a machin qui est là. Donc là il a quand même fallu montrer que de temps en temps il n'était peut-être pas totalement inutile de secouer et l'Union européenne et l'OTAN si on voulait avancer. Non, c'était pas. Votre question ? Je pense qu'il faut voir aussi l'Europe comme pour les États-Unis, je pense que ça peut être vraiment un multiplicateur de puissance en fait. S'ils peuvent s'appuyer sur nous, si on est de plus en plus crédible et de plus en plus capable de faire, ils pourront d'autant plus s'appuyer sur nous. Et là où on voit vraiment que l'Europe se développe et commence à être attractive, c'est que les US eux-mêmes font des démarches pour accéder au projet européen de la coopération structurée permanente. Donc maintenant, ils ont intégré le projet mobilité militaire, bon, même si nous, au départ, c'est vrai qu'on veut protéger et justement que les projets européens restent des projets européens et que les capacités se développent sur le territoire européen. Ils souhaitent également avoir, là du coup on a adopté le mandat, mais conclure un arrangement administratif, donc un accord avec l'Agence européenne de défense. Donc ils sont très intéressés aussi par ce que fait l'Agence européenne de défense et les projets qui y sont montés. Et il n'y a pas que les États-Unis qui font des démarches. Il y a l'Israël, on a eu la Norvège. Et donc l'Europe, c'est bien un signe que l'Europe devient de plus en plus attractive et qu'on se demande ce qui s'y passe. Parce que c'est vrai que il y a ce qu'on disait tout à l'heure aussi entre nous, c'est qu'il y a quand même un coup d'entrée pour savoir ce que fait l'Europe, comment ça fonctionne, etc. Mais en tout cas, on voit bien que ça attise quand même les convoitises et la curiosité. Avant de commencer ma conclusion, je suis quand même obligé de me retourner vers l'amiral Ebrard, qui se souvient certainement assez peu de moi, parce qu'à l'époque, j'étais tout petit personnel. À l'époque où vous aviez Hilaire Dusselier dans votre état-major. Et donc, vous nous impressionniez beaucoup, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est le retour, ça fait 20 ans en fait, moi, que je ne vous avais pas vu dans une perspective comme celle-là. Voilà. Donc, une fois qu'on est passé sur l'émotion, passons sur la journée. Donc, d'abord, je n'ai pas assisté à toutes les tables rondes, puisque cet après-midi, il a fallu que je m'exfiltre pour traiter un peu
d'opérationnel et d'exercice opérationnel sur le territoire national. Donc vous me pardonnerez probablement de ne pas aborder certains sujets. Ce que je constate de la réflexion qu'on a menée aujourd'hui, d'abord que vous avez beaucoup réfléchi sur un certain nombre d'aspects, de vision de la défense européenne à travers des angles chaque fois différents, que ce soit stratégiques, opératifs, politiques, et chaque fois ça amène à un certain nombre de débats. Et je dirais que d'abord, la première chose qui caractérise la défense la défense européenne, c'est lié à la structure d'organisation de nos pays et de l'Europe en particulier. Le premier sujet, il est quand même lié à la souveraineté. Et une défense européenne, elle doit tenir compte du niveau de souveraineté que chacun des États a décidé de conserver. Et on peut en faire ce que l'on veut. Dès lors que la souveraineté n'est pas totalement partagée, la défense est forcément une résultante d'intérêts bien compris de chacun pour arriver à quelque chose. Voilà. Et ce quelque chose, c'est le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que finalement, cette défense européenne, elle est forte si en fait elle est appuyée par du sens, c'est-à-dire qu'elle n'est pas montée de manière techniciste et qu'elle est appuyée par du sens, et que l'action des forces qui sont impliquées dans la défense européenne, que cette action ne soit pas polluée par de multiples caveats qui sont justement l'expression directe de la souveraineté de chacun des États. Je reviens sur l'histoire que je disais ce matin, où quand vous avez une nation qui met à disposition pour une mission européenne des avions tactiques en disant « ils ne rentrent pas dans la zone de combat », c'est sûr que votre opération est plus compliquée à mener. Elle n'est pas impossible à mener, parce qu'on trouve toujours les moyens, mais elle est plus compliquée à mener. Donc il est important d'avoir du sens et de ne pas avoir trop de caveats de la part des États. Mais j'ai la faiblesse de croire qu'avec le temps, ces caveats seront progressivement réduites. Je ne suis pas d'un optimisme béat pour dire qu'elles disparaîtront. Deuxième réflexion, c'est qu'il n'y a pas d'organisation parfaite, ça on s'en rend bien compte, et qu'il y a un certain nombre d'organisations qui existent parallèlement. On parlait tout à l'heure de l'existence de l'OTAN avec ses buts particuliers, de l'Union européenne avec d'autres buts particuliers. Il ne faut pas forcément les mettre en confrontation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, madame. Elles peuvent être complémentaires, elles doivent être complémentaires, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Ces organisations, elles ne sont pas parfaites, donc leur structure évolue. Ce que je vois, moi, c'est que, en tout cas pour parler de la défense européenne, hors OTAN, les structures évoluent. Il y a un certain nombre d'instruments qui ont émergé, donc on voit bien que l'affaire avance. Je ne sais pas où est-ce qu'elle avance. Elle avance. Elle continue de se construire. On comprend qu'on essaye d'avoir une autonomie stratégique européenne. On essaye et un jour on va y arriver. Notre boussole stratégique, c'est quand même un instrument assez nouveau. Ça doit nous remplir d'optimisme. Et ça doit aussi nous amener à nous poser la question de savoir à quoi servent ce genre de documents de référence et comment ce document de référence évolue. Parce que si on revient à, j'allais dire, une sorte de copie européenne d'un livre blanc, c'est pas une copie en l'occurrence, parce que la façon dont ça a été construit procède quand même d'une nature un peu différente de la manière dont les livres blancs avaient été construits. Néanmoins, ce sont des outils qui, si on estime que la boussole a été créée en mars 2022 et que lorsqu'on sera en 2028, on estime que toujours la boussole 2022 est la boussole de référence, on risque d'aller, là en l'occurrence, de perdre le nord et d'aller dans le mur. Donc en fait, ces documents, ils doivent vivre, et ils doivent vivre à l'aune de l'évolution du monde. Et c'est le troisième point sur lequel je voulais arriver. Nos structures, elles seront forcément des structures qui sont adaptatives, qui s'adaptent
Et quand on voit la vitesse d'évolution de la menace, qui est celle que l'on perçoit depuis les attentats de 2015, c'est assez abyssal en fait. Et des réflexions de 2015, aujourd'hui, nombre sont devenus datés. C'est-à-dire qu'en 2021 ou 2022, 6 ans ou 7 ans après, elles n'ont plus de réalité. Et donc les structures qu'on a créées en 2015 ne sont pas forcément les bonnes structures de 2021. Ce que je veux dire par là, c'est que notre Union européenne, elle doit évoluer. Elle doit évoluer en fonction de nos organisations internes, de notre sens, de nos caveats certainement, mais aussi de s'adapter à la menace qui émerge. Et ce qui est quand même assez notable, c'est que l'Union européenne a longtemps été une soft power. C'est-à-dire que quand on parlait militaire, j'ai exagéré un petit peu, hein. Je vais couper dans le virage. Quand on parlait militaire, on parlait gros mots. Lorsque je commandais mon bataillon en Côte d'Ivoire, la facilité de paix de l'Union européenne ne pouvait pas financer du matériel militaire. Vous ne pouvez même pas financer des chaussures, des Rangers, quoi. Donc vous voyez, le soft power d'il y a 10 ou 15 ans, elle est probablement en train de perdre un petit peu d'importance au fur et à mesure que la menace émerge autour de nous et que cette menace devient charnelle. Et d'ailleurs, je pense que là où on s'adaptera le plus et qu'on évoluera le plus, c'est le jour où on estimera qu'on est à la veille de la guerre. Et là, beaucoup de choses tomberont de façon à ce que l'organisation internationale européenne, beaucoup de choses tomberont pour que notre système soit réellement efficace. Maintenant, quand vous réfléchissez à l'efficacité d'une coalition internationale, je vous renvoie à l'alliance des alliés lors du débarquement de 1944 et vous apercevrez que cette alliance qui a été victorieuse, si vous descendez dans ces entrailles, vous verrez que cette victoire, elle est très consommatrice en organisation et elle n'est pas si efficace que cela. Le plus efficace, ça reste le national. Enfin, le problème, c'est qu'en national, on n'est pas taillé pour gagner. Voilà. La dernière chose que je voulais dire, je ne voudrais pas parler plus trop longtemps, parce que sinon on est encore dans les temps. D'accord. Voilà. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister, ça va un petit peu, ça change un petit peu du champ, ça sort un petit peu du champ, mais c'est très important pour un soldat. C'est que les organisations dans lesquelles on sert, les organisations internationales dans lesquelles on sert, elles doivent être taillées pour nous faciliter la vie. C'est-à-dire que si l'organisation pour laquelle vous travaillez, vous êtes subordonné, vous sort des concepts d'opération, des missions qui sont alambiquées, en fait, nous, ça nous met devant un trouble énorme. Parce que quand on dit au soldat d'aller là, c'est assez clair, il va là. Si on commence à lui expliquer, avec des termes diplomatiques, comment il va y aller, en réalité, c'est impossible pour lui de le faire. Parce qu'il n'est pas taillé pour avoir trop de discernement autour d'un certain nombre de mots, de composantes de la mission. Donc nous, il nous faut des organisations qui nous parlent clairement pour que l'on puisse agir de façon la plus efficace possible. Donc nous, on s'attend, en termes de défense européenne, à avoir une chaîne de commandement qui soit claire. Et si elle est claire, lorsqu'on passera de la soft power au hard power qu'il faudra rentrer dans l'ennemi, eh bien, si c'est clair, ça limitera notre casse, donc la mort de nos soldats. Et ça, les étudiants, ça fait 2 fois que j'en parle aujourd'hui, je voudrais que vous gardiez ça dans l'esprit. Un soldat, il est fait pour faire la guerre, donc pour porter la mort et pour la recevoir. Donc il faut que les conditions dans lesquelles il va exercer ce pouvoir extraordinaire ou recevoir cette mort soient claires. Sinon, ça va être compliqué pour lui. Et donc je conclurai en disant que la défense européenne, elle aura réellement gagné lorsqu'on sera capable de répondre à la question « Pour qui meurt-on quand on parle de l'Europe ?» C'est-à-dire lorsque le soldat saura se dire « Je meurs pour l'Europe ».
Ça voudra dire qu'on a compris le sens de notre mission. Ça voudra dire qu'on a compris que l'Europe, c'est devenu le nouveau phare, en quelque sorte. Mais tant qu'un soldat meurt dans une mission de l'Europe, de l'Union européenne, tant qu'il meurt en se disant « qu'est-ce que je fous là ?», on n'a pas achevé la construction de la défense européenne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous expliquer ? Voilà. Bon, j'ai trop parlé. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie d'être venu. J'étais vraiment impressionné par les débats toute la journée. C'était vraiment l'implication des personnes qui sont venues dans les salles, à la fac ou ici. Franchement, je trouve que c'est sur un sujet qui peut paraître ardu. C'est toujours chouette à voir. Et merci aux intervenants, à tous les intervenants qui ont vraiment amené chacun leur expérience et qui ont nourri le débat. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à bientôt. Enfin, au revoir.